Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous apprendre toutes les nouveautés de BetterUSD dans sa version 0.4.2. Dans cette version, nous allons retrouver beaucoup de nouveautés concernant l'ajout de nodes, des petites améliorations dans le render view et aussi des améliorations d'UI d'interface dans le node graph et dans toute la fenêtre de BetterUSD en général. Mais cette version de BetterUSD se consacre plus vraiment sur la partie nodale que sur des nouveautés diverses et variées. On va vraiment avoir beaucoup de nodes, une vingtaine de nodes en plus dans cette version-là que nous allons voir dans cette vidéo. Pour commencer cette vidéo, nous allons voir les nouveautés apportées dans le render view sur cette nouvelle version. Donc pour commencer, dans le menu display, nous allons avoir trois nouveautés principales qui va être le color management, le render delegate et le système d'AOV. Donc nous allons commencer par le color management où nous allons pouvoir gérer en fait, la colorimétrie de notre viewport, de comment on veut visualiser nos couleurs de notre viewport. Donc pour commencer ici, si je me mets en mode RAW, en fait je vais tout simplement avoir les couleurs en mode RAW, telles qu'on pourrait avoir dans plein de logiciels. On a le mode sRGB qui sera toujours setup par défaut. Et en dernier lieu, on va avoir l'OCIO. Si vous mettez une variable d'environnement OCIO et que vous donnez votre passe dans la variable d'environnement d'OCIO, automatiquement elle sera lue par BetterUSD et vous pourrez tout simplement avoir votre viewport avec l'OCIO que vous aurez donné. Donc si ici, imaginons que nous ouvrons une console et que je mets ceci, je vais bien avoir la variable OCIO qui pointe vers mon fichier OCIO. Et grâce à ça, j'ai accès à l'OCIO et je peux visualiser mon OCIO dans mon viewport. Ensuite, ici, nous allons avoir un système de render delegate. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement la possibilité d'avoir plusieurs moteurs de rendu. Donc par défaut, nous avons le moteur Storm, mais nous pouvons passer en mode Ambry. Et à partir de là, nous allons avoir un vrai moteur de rendu qui va se lancer et calculer les rebonds de lumière, les lights et toutes les interactions de lumière qu'on pourrait avoir dans une scène. Grâce à ça, nous allons pouvoir prévisualiser des petits rendus ou autres, des petites scènes pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans vos fichiers USD. Donc là, l'avantage c'est que assez facilement, je peux voir que notre environnement n'a pas de light et est assez rapide à charger et assez rapide à exécuter. Et pour finir, nous allons avoir la possibilité d'avoir ici les AOV. Donc nous allons pouvoir avoir les AOV de Storm. Donc ici le prime ID, où on va voir chaque prime ID de chaque primitive, comme ceci. Nous allons aussi avoir la possibilité d'avoir la depth, pour voir la profondeur, ou à peu près à quoi ça pourrait ressembler si ma caméra serait ici par exemple. Nous allons aussi avoir normal eyes, qui va être tout simplement la normale mais calculée par rapport à la caméra. Et de même, je vais avoir d'autres AOV si je passe dans l'autre moteur de rendu Ambry. Si je suis en mode Ambry et que je décide d'aller voir les AOV, je vais aussi en avoir d'autres. Donc comme ici le prime va rester, je vais pouvoir voir carrément tous les UV de chaque primitive. Je vais aussi avoir la possibilité de voir les normales. Je vais aussi pouvoir voir la def, le prime ID et le NaN comme sur le render delegate Storm. Et bien évidemment, si vous avez vous-même vos propres AOV, ils apparaîtront ici dans la scène. Donc imaginons que ici vous aurez un render setting avec plusieurs AOV. Vous pourrez voir et visualiser ici vos AOV facilement. De plus, dans caméra, dans le menu caméra ici, je vais avoir la possibilité maintenant de pouvoir voir plusieurs caméras. Donc si dans ma scène et dans ma stack USD j'ai plusieurs caméras, je vais pouvoir visualiser le nombre de caméras qui sont présentes dans ma scène et pouvoir voir à l'intérieur de la caméra. Donc si ici je clique dessus, je vais me mettre à la place de la caméra et voir actuellement qu'est-ce qui se passe dans le point de vue de la caméra. Sachant qu'en plus, ici dans le gate, je vais pouvoir modifier et choisir qu'est-ce que je veux afficher comme gate de ma caméra. Donc je vais pouvoir avoir la possibilité de choisir si je veux voir le full mask, donc vraiment avoir des grosses bandes noires tout autour de ma caméra pour vraiment avoir que le gate, que la zone que voit la caméra. Ou alors je vais pouvoir décider de carrément l'enlever pour pas l'avoir, ou alors comme c'était tout à l'heure, un mode partial pour avoir la moitié et d'avoir une valeur moyenne avec un noir à 0,50. De plus, on va avoir la possibilité de choisir si on veut ou pas des réticules. Ce sont ces petits traits bleus qui sont là. Nous allons avoir la possibilité d'en avoir à l'intérieur, à l'extérieur. On va pouvoir désactiver, réactiver tous les réticules qu'on a besoin. Par défaut, c'était comme ça. Et ça va vous permettre de gérer un peu les ratios, les proportions et les compositions d'images pour vous aider un peu. Et de plus, nous allons avoir une dernière fonctionnalité ici qui est le Mask Outline, qui est le petit trait noir juste ici. Si je désactive le masque, vous allez le voir, c'est ce petit trait noir là qui nous permet de vraiment voir l'outline du masque de la caméra. Donc ici, si je décide de le désactiver, je n'ai plus de trait et je peux le réactiver à n'importe quel moment. Sachant que tous ces paramètres là, ils peuvent être modifiés par défaut dans les settings de BetterUSD. Ça va vous permettre qu'à chaque démarrage de l'application, d'avoir ces settings qui ne bougent jamais. Donc si j'ouvre les settings de BetterUSD et que je vais dans le viewport, ici je vais avoir quatre paramètres là, qui va être le caméra mask, le show mask outliner, le réticule, in et out, et ça va tout simplement être tous ces différents paramètres là. Donc ici je vais pouvoir choisir est-ce que c'est en mode none, en mode partial, en mode full, comme ce paramètre là,
ici, je vais pouvoir choisir ici si j'active oui ou non l'outliner, le réticule in ou out. Et grâce à ça, je vais pouvoir gérer un peu ma caméra comme j'en ai envie. Et une des dernières nouveautés que le Render View a, c'est la possibilité maintenant de faire des snapshots, donc de faire des screens du viewport 3D. Donc soit je clique ici, ou soit j'utilise le raccourci F3. Quand je vais cliquer ici, ça va me faire un screenshot de mon viewport et à partir de là je vais pouvoir choisir où est-ce que je vais enregistrer mon image. Donc par exemple, imaginons ici nous allons l'enregistrer ici et que je décide d'enregistrer mon image, je vais avoir la possibilité de lire le fichier juste ici et si je regarde l'image qu'il a exportée, nous avons bien notre viewport 3D qui a été snapshoté. Concernant les nouveautés de l'interface de BetterUSD, des nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées sur cette mise à jour, nous avons la possibilité maintenant de rendre toutes les fenêtres, tous les tabs dockables. Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginons que ici, le layer view, je peux très bien décider de cliquer, glisser et de le sortir de son contexte, de le sortir de sa zone. Pareil pour absolument tout. Imaginons qu'ici le prime view je veux le décrocher, je peux le décrocher et je peux le mettre en bas par exemple, ou carrément ici, prendre mon layer view et le mettre là-haut. Mon prime view, je veux envie qu'il soit ici par exemple, je peux le mettre là, je peux vraiment choisir là où est-ce que j'ai envie que mes interfaces se mettent. Je peux décider aussi de fermer chaque fenêtre, donc imaginons qu'ici je décroche le render view et que je décide de le fermer, je peux le fermer. Pareil pour absolument tout. Le time slider, je décroche le time slider et je décide de le mettre là par exemple, je peux, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Et imaginons que les fenêtres que j'ai fermées, j'ai envie de les réouvrir, je peux les rouvrir sans problème en allant juste ici et en cliquant ici sur les différents éléments pour pouvoir les ouvrir et les fermer. Ça reviendra au même endroit de là où elles étaient au moment où elles ont été fermées, donc je peux les rebouger, les remettre là où j'ai envie, et je peux bien évidemment aussi le contraire, les désactiver pour désactiver toutes les fenêtres que je n'ai pas envie de voir, et vice versa. Et là je peux décider de les réafficher si j'ai envie. Hop, voilà, je suis revenu sur une interface propre et correcte, histoire de pouvoir continuer de vous montrer les nouvelles nouveautés. Et maintenant, je vais pouvoir aussi vous présenter l'une des nouvelles fonctionnalités qui vous permet de find un node dans votre scène. Donc si j'appuie sur CTRL F, je vais avoir cette petite interface ici qui va vous permettre de retrouver tous les nodes qui sont présents dans votre scène et bien évidemment aussi de pouvoir cliquer sur l'un des nodes ici. Si par exemple je clique sur celui-là, ça va m'amener directement et sélectionner directement le node en question. Donc l'avantage, imaginons que je cherche un node qui s'appelle MyLayer. Ici, je vais trouver mon node qui s'appelle MyLayer. Et si je clique dessus, hop, ça va m'y amener. Pareil aussi, par exemple, j'ai besoin de trouver le node qui s'appelle Coucou. Et bien ici, je vais pouvoir le trouver. Il va être juste là. Ça va vous permettre assez facilement de pouvoir chercher et de pouvoir aussi vous y retrouver dans votre scène. Nous allons aussi avoir un nouveau système de layout automatique nodal. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, imaginons que nous avons notre scène avec vraiment nos nodes qui sont rangés n'importe comment, qui sont pas forcément très bien layoutés. Si je décide d'appuyer sur L, je vais avoir la possibilité d'avoir un layout automatique de mon arbre nodal. Donc si j'appuie sur L maintenant, automatiquement, ça va venir se régénérer proprement et avoir un système qui est plutôt cohérent et qui est plutôt logique avec votre arbre, sachant qu'il va garder un visuel cohérent par rapport à la dépendance des layers. Ce que je veux dire par là, c'est nous allons avoir ici, première ligne, tous les nodes qui sont vraiment des entrées. Et ensuite, plus nous allons avancer dans l'arbre, plus ce seront des nodes qui sont exécutés plus tard dans l'arborescence. Donc ici, on peut voir que ces nodes-là vont être exécutés très tôt, quasiment à la deuxième ligne, mais ces nodes-là vont être exécutés et bien évidemment, celui qui va se trouver tout à droite, ce sera le dernier node exécuté. De plus, il y a des petites nouveautés concernant le Properties View et le Prime View. Il va y avoir des couleurs et des icônes en plus par rapport à d'habitude. En effet, si premièrement je prends en exemple le Prime View, on peut voir qu'il y a maintenant un peu plus de couleurs et un peu plus de détails, notamment au niveau des icônes aussi, où maintenant il y a une icône pour les matériels, pour les shaders et pour toutes les primitives qui sont de type classe. Et au niveau des couleurs aussi, il y a eu quelques changements. Notamment ici, on peut voir maintenant que toutes les primitives grisées sont des primitives qui sont désactivées. Ça va me permettre facilement de voir qu'est-ce qui est activé et désactivé dans la scène. Pour tout ce qui est au niveau des instances aussi, je vais pouvoir mieux visualiser qu'est-ce qui est des instances proxy et qu'est-ce qui est une instance réelle, avec en violet les instances proxy et en bleu cyan les instances. Et notamment aussi, on va pouvoir voir, si je remonte un tout petit peu plus haut ici à cet endroit-là, les payloads en jaune quand ils sont chargés. Mais par contre, ici, si je tire légèrement, on a maintenant une nouvelle colonne concernant les loads, concernant tous les payloads qui sont loadés. Ici, on va retrouver une petite pastille pour tous les payloads dans la scène pour pouvoir les load ou les unload. Là, de base, il est load. On peut le voir ici aussi dans la scène. On le voit bien qu'il est load. Donc ici, si je clique sur load, ça va venir me décharger le payload du car. Et ici, on va voir en un orange grisé que le payload est déchargé. Je peux à tout moment recliquer dessus pour revisualiser mon payload en orange quand il est loadé et vice versa. Si je clique dessus, ça le décharge et on peut le voir correctement. Et de même pour les Properties View.
Ici, on va avoir des couleurs concernant les différents types d'attributs. Est-ce que c'est des attributs de schéma? Est-ce que ce sont des relationships? Est-ce que ce sont des default values? Etc. 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 pour absolument tout. Donc ici, si je prends par exemple des primitives comme des mèches, ici on verra bien tous les attributs qui sont de type schéma. Et ici, tous les autres attributs qui sont de type time sampling avec du value clip, avec de la spline, et aussi des attributs qui n'ont aucune donnée. Et aussi, on verra la différence entre les relationships et les relationships target, qui sont quasiment de la même couleur, mais avec une légère teinte différente. Comme ceci, ici, on voit bien la différence entre les relationships target et les relationships tout court. Avant de commencer de vous présenter tous les nouveautés concernant les nodes, et de voir un à un qu'est-ce que font chaque node, je vais vous parler du Graph Editor et de l'énorme coup de boost qu'il a reçu. Donc si je décide d'ouvrir le Graph Editor juste ici, avec cette nouvelle version du Graph Editor, nous allons avoir la possibilité maintenant de pouvoir re-animer des time sampling d'une animation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginons ici, nous prenons un layer qui a de l'animation, donc qui a reçu, qui a du time sampling tout simplement dans son layer. Grâce au Graph Editor et grâce au node set time sampling, je vais pouvoir avoir la possibilité de modifier le time sampling dans ma scène. Donc imaginons ici ce petit contrôleur là, le cmain shape, je sais qu'il a des informations de time sampling ici. Je peux les voir ici. Nous voyons aussi nos curves pour chaque attribut et voir du coup son time sampling pour chaque attribut. Et imaginons qu'on est en mode au final, ok certes mon animation elle ressemble à ça, mon time sampling de cette primitive ressemble à ça, mais j'aimerais la changer. J'aimerais faire en sorte qu'elle tourne plus vite, qu'elle soit scalée, qu'elle ait une translation différente. Je vais pouvoir le faire. Si je clique ici sur Edit, je vais pouvoir voir chaque time sampling de chaque frame. Donc, ici, pour chaque frame, on aura un point du time sampling. Et ici, si je prends n'importe quel point et que je décide de le bouger, automatiquement un node va venir se créer ici et il va réécrire par-dessus le time sampling de la curve que j'ai bougée. Et ici, on peut voir dans le viewport 3D qu'en effet, la primitive a bien eu un changement au niveau du time sampling. Si ici, je décide de changer légèrement le time sampling de chaque point, voilà, je décide de faire ça, ça, ça. Je vais vraiment avoir une animation totalement différente car je viens éditer à la main chaque time sampling de l'animation que j'ai faite. Mais ici, vous pouvez voir, c'est quand même assez pénible car je dois changer pour chaque frame, chaque time sampling à la main à chaque frame, ce qui n'est pas non plus très efficace. J'ai la possibilité avec mon outil de faire une simplification de la curve. Si je clique ici sur Simplify, ça va me simplifier la curve de tous les time sampling qui se trouvent dans le layer. Et grâce à ça, je vais pouvoir avoir ici des curves de Bézier que je vais pouvoir modifier tel un vrai Graph Editor, où je vais vraiment pouvoir modifier chaque valeur à la main, changer les curves, faire vraiment des curves très intéressantes, plus ou moins appréciées, plus ou moins stylisées. Ici, je décide de faire une curve qui pique très vite. Et ici, dans mon viewport, je vais avoir l'animation comme je l'ai représenté ici dans mon node graph. Donc ici, je vais vraiment avoir la primitive qui fait un tour, qui s'arrête de tourner, et puis ensuite arrive à ce moment-là qui recommence à retourner. Tac, 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 et là ça resuit. Donc on va vraiment pouvoir retimer différemment, rechanger notre time sampling comme on a envie, sachant qu'il faut savoir une chose, c'est que le Simplify, il ne va pas supprimer des time sampling, mais il va tout simplement vous permettre de modifier tous les time sampling de chaque frame de façon globale. L'avantage derrière, c'est qu'au lieu de changer un time sampling pour chaque frame, et de le changer à la main et essayer de faire quelque chose de cohérent, là ici on va faire une approximation de la curve, bouger le point, et quand on va bouger le point, automatiquement on va venir recalculer tout le time sampling de chaque frame pour le régénérer proprement tel comment est la curve actuellement. Ça va vous permettre vraiment d'éditer des animations assez rapidement et si même imaginons que vous avez juste 2-3 petites valeurs à tweaker, au lieu de devoir tout réexporter, tout remodifier, tout faire plein de paramètres compliqués, et vous pouvez tout simplement le faire là en quelques clics assez facilement. Et donc du coup, toutes les valeurs que vous allez modifier ici, tous les éléments que vous allez setup ici, vont se retrouver ici dans ce node qui s'appelle le set time sample. Et en gros ici on va retrouver toute la liste de tous les time samples frame par frame qui vont être réécrits, régénérés ici. Donc vous avez la possibilité dans ce node là de tout replacer, d'updater ou carrément d'enlever certains time sampling si vous en voulez pas. Là de base par défaut, comme on est dans le node graph et qu'on vient éditer carrément la géo, on remplace tout et ça vient réécrire tout proprement à l'intérieur. Et l'une des dernières nouveautés concernant les modifications de l'UI de BetterUSD, nous avons la possibilité maintenant de pouvoir drag and dropper des fichiers dans le node graph de BetterUSD et automatiquement ils seront convertis en node. Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginons nous prenons ce dossier-là où il contient plein de fichiers par exemple et que nous voulons ouvrir un layer. Avant, il fallait importer un layer, cliquer là, aller chercher le fichier, etc., etc. Ça pouvait être long et chiant et voilà, on avait déjà le fichier à côté. Voilà, vous pouvez drag and dropper des fichiers directement dans le node graph. Automatiquement, le fichier sera chargé dedans et sera prêt à être utilisé. L'avantage est qu'on va pouvoir en sélectionner plusieurs. Imaginons que nous avons plusieurs fichiers à disposition. Donc par exemple,
celui-là, celui-ci, et nous voulons aussi celui-là. Je peux sélectionner ces 3 fichiers, drag and dropper. Ici, nos 3 fichiers seront importés. Concernant les nouveautés au niveau des nodes, nous allons retrouver beaucoup de choses. Comparer des layers ensemble, récolter des données, créer des matériaux, créer des shaders, retimer des animations, ajouter des metadata custom et pouvoir importer autre chose que des fichiers FBX. Donc nous allons commencer par la base et voir un peu tout ce qu'il y a. Donc, déjà pour commencer, ici nous allons retrouver des nouveaux fichiers d'import FBX et des OBJ. Donc imaginons que je décide de vouloir en créer, donc je peux très bien les appeler ici, voilà, et là du coup je vais avoir mes nodes, un node d'alambic, un node FBX et un node d'OBJ. Ou alors, avec la nouvelle technique, je vais avoir la possibilité de juste prendre mes 3 fichiers et de les drag and dropper. Et ici, je vais avoir mes 3 fichiers qui vont être chargés. Bon, on va se retrouver 3 fois avec la même géo, car c'est 3 fois la même chose qui a été exportée, mais avec un format différent. Et ici, si je décide de prendre le preview et que je regarde un peu les paramètres que me propose chaque node, ici je vais pouvoir avoir la possibilité de choisir l'emplacement de où est-ce que toutes les primitives vont être créées. Là par défaut en .obj tout est mis aux routes, donc on a toutes les primitives qui sont en route mis par défaut, mais je peux décider de concatener tout ça dans un pass voulu. Donc si je fais change route, je vais avoir la possibilité de choisir où est-ce que toutes mes primitives vont être rangées. Donc ici je mets le pass que j'ai besoin, donc voilà, ici je mets route slash mon pass et j'exécute. Ici on se retrouve bien du coup avec toutes les primitives qui sont rangées dans slash route slash mon pass. Et ici on aura tous les éléments dedans. On a la possibilité aussi de tout merger en une seule primitive si je clique ici, merge hiérarchie. Si je clique ici, toutes les primitives qu'il y avait avant se retrouvent concatenées en une seule primitive qui est juste ici. On peut décider de changer son nom si besoin, si vous voulez. Et nous allons retrouver exactement les mêmes paramètres dans le FBX, juste ici, ou juste à la différence, c'est qu'avec le FBX, tout sera rangé hiérarchiquement proprement, mais vous allez aussi avoir la possibilité de choisir où est-ce que vous voulez importer vos datas. Imaginons qu'ici, je ne veux pas qu'en fait, ce soit à la source directement le GRP bulldozer. Je peux très bien ici cliquer sur change route et ici je vais me retrouver avec slash route et toute ma géo à l'intérieur. Et pareil ici, je peux décider de tout merger et de merger toute la hiérarchie en une seule primitive. Et ici, je me retrouve avec une seule primitive qui regroupe absolument tout. Et à l'inverse, là ici, nous avons des nouveaux fichiers d'import, mais nous avons aussi des nouveaux fichiers d'export. Ici, si je vais dans Layer, ici on va avoir le package USDZ. Et grâce à ce node-là, on va pouvoir avoir la possibilité de packager n'importe quel layer en fichier USDZ. Donc je vais avoir la possibilité ici de choisir mon fichier d'export et me dire bah tiens je veux l'enregistrer ici. Et là je vais pouvoir avoir la possibilité en utilisant le pass resolver de faire des incrémentales. Ici je vais pouvoir choisir le layer que je veux sauvegarder, choisir si oui ou non je veux avoir du time sampling ou pas. Ici si j'ai plusieurs layers de tout merger ou pas. Et là ici, d'avoir la compatibilité de l'ARKit pour Apple et tout ça, si besoin. Et ensuite, à partir de là, bien évidemment, on peut exécuter. Et quand j'exécute, ici, nous allons nous retrouver avec notre petit fichier demo.usdz, juste ici, qui du coup, tout packagé, qui sera tout prêt pour être utilisé. Je garde ici mon fichier FBX et je vais continuer à démontrer et à montrer de nouveaux nodes. Donc, un nouveau node qui a été rajouté, c'est bien évidemment le transform, car c'est quand même pratique de pouvoir déplacer n'importe quelle primitive. Donc ici, je vais tout simplement choisir quel pass je veux. Donc là, imaginons que j'ai envie de déplacer cette primitive-là. Je vais pouvoir ici mettre le pass de la primitive et ici, commencer à déplacer la primitive. Donc ici, je vais décider de dire, par exemple, tiens, je vais la déplacer de 10 sur le côté. Et hop, là, ma primitive sera déplacée de 10, juste ici. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici, j'ai la possibilité de choisir l'order des X-forms, donc choisir si c'est la translation au début, le scale après, la rotation après, etc. Et j'ai la possibilité aussi de faire un edit transform, juste ici. Imaginons que nous sommes dans un cas où nous avons une primitive qui a déjà un transform, comme par exemple, nous prenons celle-là, nous venons à peine de la transformer, ici nous voulons la transformer une deuxième fois. Si ici je fais ça, nous allons avoir 2 fois la transformation. Mais imaginons que nous sommes en mode, tiens, j'ai pas envie de 2 fois la transformer, mais j'ai juste envie de remplacer la rotation qui existe déjà sur celle-là. Je peux simplement cliquer ici sur Edit Existing Xform, et ici, par contre, je vais devoir lui donner le nom du Xform que je veux modifier dans la primitive. Donc ici, si nous regardons, il va dire The Xform op.transform not found. C'est normal, car ici, je lui ai pas donné de nom. Il faut que je lui donne un nom. Si ici, nous allons sur notre fameuse primitive ici, et que nous descendons un peu plus bas dans Xform OP, ici nous pouvons voir ce Xform OP transform qui est juste ici, qui est tout simplement celui-là. Comment je le sais? Car tout simplement par défaut, si on ne clique pas ici, le Xform OP qui va créer va avoir comme nom le nom du node. Donc ici, si je le change et que je décide de l'appeler coucou par exemple, et bien en fait, le Xform OP transform ici va bien s'appeler coucou. Et notamment grâce à ça, ici, si j'ai besoin en fait simplement de modifier et d'éditer ce transform là, j'ai juste à rajouter le nom du Xform OP, et en mettant du coup le nom du Xform OP juste ici, je vais avoir la possibilité de pouvoir
modifier complètement ces valeurs. Donc ici, en fait, si je décide de mettre 2, ben en fait, ici, j'override le xform et je vais pouvoir vraiment décider de dire, en fait, non, à la base, je voulais pas 10, mais en fait, je voulais 2. Et ce paramètre-là, il sert notamment à beaucoup de choses, à éviter de mettre énormément de modifications sur une primitive et des fois à se retrouver avec énormément d'xform OP et de transform et d'empiler beaucoup de transformations pour pas grand-chose. J'aurais pu très bien ici décocher et en fait, ici, j'en aurais eu un deuxième et j'aurais pu mettre tout simplement -7 ici, -8, pardon, et en fait, j'aurais eu le même résultat. Mais ça peut être assez chiant et pas forcément très pratique. Alors que si de base j'aurais overridé celui qui existe, et ben j'aurais pu déjà avoir le résultat final. C'est à ça qu'il sert, ça permet de modifier un xform déjà existant. Et pour continuer, nous allons voir le node de collection. Donc ici, dans scène, nous allons voir le node create collection qui va nous permettre de simplement de créer des collections. Ici, si je le branche là et que je lui donne le pass d'une primitive qui va recevoir la collection, donc imaginons qu'ici que j'ai envie de créer la collection sur le groupe bulldozer, ici je vais pouvoir mettre le pass et ici si je regarde les propriétés de la primitive, nous allons bien avoir la collection qui s'appelle my collection dans cette primitive là. Et ensuite ici nous allons pouvoir mettre notre liste d'inclusion et d'exclusion et avoir notre expulsion rule aussi à l'intérieur. Donc ici si je décide là de rajouter un pass dans les include et que j'appuie sur entrée, ici dans la primitive groupe bulldozer, nous allons bien retrouver le pass dans la collection et vice versa aussi pour les exclusions. Nous allons pouvoir mettre notre liste de passes dans les exclusions pour inclure et exclure tout ce que l'on veut dans notre collection. Pour continuer dans cette lignée de data, nous allons aussi avoir un node qui va s'appeler custom metadata. Donc le node custom metadata, ça va être exactement la même chose que le paramètre de metadata qui se trouve en général dans les settings de BetterUSD, qui est le add custom layer data, qui va être la même chose, sauf qu'à l'inverse, c'est celui-là, vous allez pouvoir personnaliser comme vous voulez tous les éléments et toutes les informations de votre layer. Donc ici, si nous créons un petit layer rapide et efficace, voilà, un petit layer simple. Ici, on décide de créer nos metadata. Donc ici, on lui donne un nom. Donc là, je décide de lui donner le nom comme démo meta. Et ici, je vais pouvoir lui rajouter des metadata. Donc, je vais pouvoir lui donner un string, ici. Et si je regarde les informations qui est dans le layer, ici, dans les metadata, nous allons bien retrouver notre petit metadata démo data avec la valeur qu'on lui a rajoutée. Et ici, on peut lui mettre à peu près tout ce qu'on veut. Donc si on veut lui mettre un dictionnaire, et on peut, il n'y a pas de souci. Et ça marchera tout autant. Ici, on aura bien notre dictionnaire. Et ici, si on veut mettre juste une valeur en int ou en float, on peut, il n'y a pas de souci aussi. Et là, on aura bien notre int ou notre float, suivant comme nous on le veut, suivant comment vous le sentez-vous. Sachant que, bien évidemment ici, vous pouvez utiliser aussi tous les pass resolvers. Donc si je décide ici de mettre en str, ici, je vais bien avoir la date et l'heure précise d'aujourd'hui. Donc ce node est vraiment pratique et vachement cool pour pouvoir rajouter tout plein de metadata et bien évidemment aussi, imaginons que plus tard dans mon arbo ou imaginons que dans le layer cette data là existe déjà et que je serai en mode tiens je veux réécrire par-dessus et que j'aimerais ici pas marquer coucou mais bonjour par exemple, ici si je regarde, ma valeur n'a pas été écrite. Pourquoi? Parce que la valeur oui, le metadata oui existe déjà. La metadata existe déjà, donc pour éviter d'overrider quelque chose qui existe déjà, elle ne va pas s'écrire. Par contre, on peut forcer l'override ici. J'ai juste à cliquer là, et si on regarde le layer, cette fois-ci, elle a bien été override. Nous allons aussi avoir un node qui va être très pratique, qui va être le retime. Ici, dans layer, nous allons retrouver le petit node retime qui va nous permettre en fait de changer le scale de l'animation du time sampling de votre layer ou carrément de décaler tout le time sampling de votre layer. Ici, j'ai juste à prendre un petit layer avec de l'animation et je vais brancher directement le retime comme ça dessus. Et ici, par défaut, le node il est paramétré pour parser dans toute la scène, dans toutes les primitives, avec le slash étoile, il va les chercher partout. Et ensuite, un peu plus bas ici, nous allons retrouver le retimed avec ici une valeur, et on voit qu'en fait, il va retimer 8 attributs qui ont du time sampling du coup. Et ici, on peut le voir assez facilement, forcément. Si ici, nous allons dans le graph editor, ici, nous voyons bien qu'il y a 8 curves, donc bien évidemment, 8 time sampling, 8 attributs animés. Et nous allons pouvoir faire deux choses principales avec ce node, ça va être scaler l'animation et offsetter l'animation. Ici, nous allons pouvoir scaler, donc rendre plus ou moins grande et plus ou moins rapide l'animation. Ici, par défaut, elle est à 1. Donc si nous décidons, par exemple, ici de passer à 0,5, notre animation sera 2 fois moins grande parce qu'elle sera à 0,5 fois de sa taille de base. Donc si je fais ça, notre animation sera beaucoup plus rapide. Elle va se finir environ vers la frame 60. Alors que de base, si nous sommes à 1, elle se finit plutôt vers la frame 130, 140, un truc comme ça. Et
bien évidemment à l'inverse, si nous décidons de faire x2, et ben l'animation sera 2 fois plus lente à arriver jusqu'au bout. Et à l'inverse, bien évidemment aussi, là ici nous voyons que l'animation commence à partir de la frame 10, à peu près, mais en fait on aimerait qu'elle commence à partir de la frame 150. Et bien ici, j'ai juste à choisir la frame de début, ici, et toute l'animation sera offsetée de 150 frames. Donc ici, au final, si j'arrive vers la frame 160, un truc comme ça, et bah ce sera à ce moment-là que l'animation va commencer. Et aussi ici, nous avons la possibilité de reverse l'animation et d'avoir une animation totalement inversée dans la timeline. Maintenant, on va parler de nodes qui vous permet de gérer des statistiques dans votre scène et de récupérer certaines statistiques de vos layers. Pour ça, nous allons avoir deux nodes. Nous allons avoir le node stage statistique, juste ici, et on va avoir le node stage diff. On va prendre le premier node ici, le stage statistique. Ce node-là va vous permettre simplement d'avoir des statistiques concernant votre stage. Donc imaginons que je prends ce node-là et que je le branche directement en input du stage statistique. Je vais me retrouver en fait avec toute la liste de ce que contient le stage. Donc ici, nous allons voir qu'en fait dans ce stage, dans cette stack USD, nous allons avoir 70 primitives, nous allons avoir 16 layers, 17 mèches, 1400 points, 1400 faces, etc., etc. Nous allons voir le nombre d'Xform, le nombre de mèches, le nombre de scopes, le nombre de shaders, de matériaux, le nombre de nerves curves, etc., etc. Ça va vous permettre en fait de faire une petite liste de toutes les statistiques que vous pouvez avoir dans votre scène, sachant que ce node-là peut amener à évoluer avec le temps pour avoir plus de données, plus de data au fur et à mesure. Et vous avez aussi la possibilité dans ce node-là de mettre des max limites au niveau des primitives et des points. Ces deux éléments-là vont vous permettre en fait simplement de mettre en erreur le graphe si vous dépassez un certain nombre de primitives dans votre stage. Donc ici par exemple, dans notre stage, nous avons 70 primitives. Imaginons que si nous avons mis le paramètre maxprime à 60, et bien là on aurait eu le node qui serait mis en erreur, car en fait on aura dépassé le nombre maximum de primitives autorisées dans le stage. Là actuellement, dès que la valeur va être supérieure à 60, on va avoir le node qui va être en erreur, donc on ne pourra pas exporter. BetterUSD mettra cette petite pop-up là pour nous avertir qu'on ne peut pas exporter car on a dépassé le nombre maximum de primitives, et à l'inverse aussi, on pourra faire la même chose avec le nombre de points. Ici dans notre scène, nous voyons que nous avons 1419 points. Imaginons que là, on aurait voulu avoir 1400 points maximum. Si je fais ça, le node va se mettre en erreur et va dire attention, tu as dépassé le nombre maximum de points, du coup je ne peux pas exporter. Sachant que les deux sont cumulables, et du coup on peut voir que les deux valeurs sont dépassées, donc on peut voir qu'on a trop de primitifs et en plus on a trop de points. Donc, comme je disais, ce node-là va vraiment évoluer avec le temps pour avoir de plus en plus de statistiques et de plus en plus de barrières pour contrôler plus facilement qu'est-ce qui peut sortir et rentrer du graphe, pouvoir automatiser le fait de layers plus propres et plus optimisés. Et dans la même vibe, nous allons aussi avoir le stage diff qui lui va permettre de comparer deux layers ensemble. Donc imaginons, je prends ce layer là qui est juste la géo de base de l'environnement et ici nous prenons ce layer là qui est le layer de l'animation de la table. Si en premier input je mets le layer de l'environnement et en deuxième input je mets l'animation, ici dans ce node, dans cette section, nous allons voir toutes les différences qu'il y a entre les deux layers. Donc ici on peut voir qu'il y a 150 différences entre les deux layers, où on voit que ici dans le premier layer il y a tout ça en plus comme primitive, mais par contre il n'y a pas toutes ces primitives là. Pareil au niveau des attributs, ici on peut voir qu'il y a tous ces attributs là présents dans le premier layer, mais par contre il n'y a pas tous ces attributs aussi. Donc ça va vraiment comparer ces deux layers là, et l'avantage aussi c'est qu'on va pouvoir mettre en erreur si on voit qu'il y a des différences entre deux layers. Ici, comme il y avait 150 différences entre les deux layers, si je clique du coup sur le fail on différence, ici on aura bien une petite pop-up qui nous dira attention, vous avez tout ça comme différence entre les deux layers. Ce node là va vraiment vous permettre de conserver une hiérarchie, conserver une nomenclature et conserver des valeurs comme vous l'imaginez, comme vous voulez l'interpréter. Je prends un exemple tout con. Au-dessus, nous avons un layer qui est créé pour initialiser notre stack USD, où on va retrouver les assets, les props, les caras, les sets, blablabla. Bla. Si nous voulons nous assurer que notre layer exporté aura toujours cette structure-là, nous pouvons utiliser ce petit node-là pour s'assurer que notre layer a toujours ces datas-là. Si, imaginons, un jour ou l'autre, il y a de nouvelles datas, de nouvelles données qui sont inscrites dans ce layer-là, et bah ce node-là pourra le détecter, verra qu'il y aura une différence entre les deux layers, sachant que là, actuellement, nous pouvons avoir la possibilité de passer ce paramètre-là en file on disk et de pouvoir chercher un fichier de référence sans pour autant avoir de deuxième input. Ce qui veut dire que ici, si nous prenons exactement le même pass et que nous le branchons, nous le mettons ici, il va automatiquement comparer depuis le fichier ce qui reviendrait exactement à faire ceci, à prendre un layer, de l'ouvrir ici, de le brancher ici et de faire ça. Ça reviendrait exactement au même, c'est juste que pour des questions de praticité et de facilité, ça peut être intéressant d'avoir directement le fichier de référence dans le node, sans pour autant se traîner un node de référence juste ici pour juste charger un fichier branché ici. Donc
L'avantage c'est qu'on peut directement lire le fichier et par exemple, bien évidemment, ici si nous prenons ce layer là et que nous le mettons en première entrée, ici comme on a deux fois le même layer en entrée, et ici on voit qu'il n'y a pas de différence. On peut continuer tranquillement car il n'y a pas de différence. Mais si imaginons qu'ici on aurait rajouté une petite primitive, là le layer aura détecté que dans la première branche, donc dans le premier layer, il y a deux primitives en plus par rapport au fichier de référence juste ici. Et comme ça, en un claquement, on peut voir qu'il y a bien une différence. Et bien évidemment aussi, si ici on clique sur Fail en différence, on aura bien la pop-up pour dire attention, vous avez fait une différence. Il y a une différence entre les deux layers, du coup je ne peux pas exporter, je n'ai pas le droit d'exporter car j'ai mis ce node là. En fait, on ne voudrait pas avoir ce node là. Donc, si je bypass ce node là, là on n'a plus de différence, du coup on peut continuer l'exécution du graphe sans problème. Donc ce node là va vraiment nous permettre de comparer des layers et bien évidemment aussi de trigger un warning si des layers sont différents. Et pour continuer dans cette mécanique de layer à vérifier, de stage à comparer, de layer à visualiser, nous avons un dernier node qui s'appelle le validate layer qui va vous permettre de vérifier si votre layer est en bonne et due forme ou pas. Donc imaginons que nous prenons ce layer là, celui où nous avons que la géo, et que nous le branchons directement dans le node validate layer. Ça va nous permettre de voir est-ce qu'il y a bien une default prime, est-ce qu'il y a des expand présents sur tous les meshes, est-ce que tous les passes sont résolvables à l'intérieur. Imaginons que nous avons une référence mais en fait qui pointe vers aucun fichier, aucune donnée, on pourra le voir. Ou aussi est-ce qu'il y a bien des primitives qui sont définies, ça on pourra le détecter. Imaginons qu'ici nous prenons un layer qui a été fait un peu plus à l'arrache comme ceci et que nous le branchons là-dedans. Ici qu'est-ce qui va se passer? Il va nous dire ah attends, la default prime de ce layer là n'a pas été définie, car en effet à aucun moment je n'ai défini de default prime pour ce layer là. Et grâce à ça je vais pouvoir vraiment comparer chaque layer un à un, regarder tous les différents layers s'ils sont conformes à ce que j'ai envie. Dans un exemple où nous allons ouvrir un layer où dedans il y a des layers qui sont cassés, qui sont irrésolvables. Si je décide de le brancher dans mon validate layer, ici le layer va nous dire attention, pour moi il est impossible de pouvoir résolver ces deux layers. Donc ça peut être très pratique quand on commence à avoir des arborescences avec beaucoup de fichiers, de payload et de références, de spécifiers, d'inherit, de tout ce que vous voulez, de pouvoir un peu traquer toutes ces datas pour savoir si tous les passes sont résolvés ou pas. Et grâce à ça, on va pouvoir voir les problèmes que rencontre ce layer-là. Du coup, ces trois petits nodes-là vont nous permettre vraiment de gérer un peu toutes les données qui se trouvent dans chaque layer et dans le stage pour vraiment analyser, interpréter, modifier les comportements que les layers et les stages auront besoin dans votre workflow à vous. Si un layer a besoin d'avoir X primitives, X instances, X éléments, vous pourrez le définir. Si votre layer a des problèmes, vous pourrez le voir. S'il a des différences comparées à votre référence, vous pourrez le voir facilement aussi, sachant que ces trois nodes là vont beaucoup évoluer avec le temps. Ce sont que des premières versions de nodes beaucoup plus gros et beaucoup plus importants à l'avenir. Ce sont des nodes qui vont vous permettre vraiment de faire des audits de votre stack USD, de vos layers USD pour voir si tout se passe bien dans vos layers, sans devoir aller le voir visuellement, sans devoir vous, en tant qu'humain, aller checker si tout est bon ou pas. Ça va vraiment vous permettre en quelques clics et quelques coups d'œil de voir si votre layer est conforme à ce que vous avez voulu. Et pour finir avec les nodes, nous allons parler de tous les nodes qui vous permettent de créer des matériaux et de créer des textures. Donc pour cela, on va trouver quelques nodes qui vont se retrouver ici dans Material, notamment ici le Material Bind, le Material Create, Create Shader et le Create Texture. Donc si nous les importons tous, là nous allons retrouver avec ces trois nodes là. Et ces trois nodes là vont nous permettre de créer tout un réseau de matériaux qui va permettre de dépanner ou de pouvoir modifier des shaders déjà créés. Donc ici on va pouvoir créer notre matériau si on n'en a pas. Ici on va commencer par faire ça, hop, pour voir l'ensemble des deux. Ici, imaginons que je décide de créer une petite primitive MTL juste ici. On aura bien du coup notre primitive de type matériel ici à la racine. Grâce à ça, je vais pouvoir créer mon shader. Mon shader, je vais pouvoir le nommer comme j'ai envie. J'ai envie de créer mon shader ici dans MTL My Shader. Il sera bien de type shader. Et maintenant, ici dans Material Page, je vais devoir binder mon shader à un matériel. Sans ça, mon shader ne sert à rien. Donc ici, j'ai juste besoin de mettre le pass de mon matériel auquel j'ai envie d'être associé. L'avantage ici, comparé à d'autres logiciels, c'est que je peux ranger mon shader là où j'ai envie. Si j'ai envie de créer une primitive shader avec mes shaders, je peux sans problème. L'avantage, c'est que mon shader ici est toujours relié à mon matériel qui est juste ici, sans pour autant dépendre d'une hiérarchie l'un de l'autre. L'avantage, c'est que je vais pouvoir créer plein d'autres shaders à la suite, etc., 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 tous reliés au MTL, mais sans pour autant forcément avoir tous les shaders dans le matériau. Et à l'inverse aussi, si par exemple j'ai envie que tous mes shaders soient aussi dans une primitive shader, je vais pouvoir le faire. Et ici, tous mes shaders sont dans une primitive qui s'appelle shader. Je vais pouvoir vraiment gérer là où est-ce que mon shader doit être rangé. Et ensuite,
je vais pouvoir forcément aussi au bout d'un moment binder le matériau. Parce que c'est bien beau de créer un matériau, mais il s'agit aussi de commencer à le binder. Donc là, je vais pouvoir sélectionner une primitive sur lequel j'ai envie de binder mon matériau. Donc là, imaginons que je vais binder ça aux chaînes. Et maintenant, il faut que je choisisse aussi quel matériel j'ai envie de binder. Donc ici, j'ai envie de me binder le matériel MTL. Celui-là, voilà. Là, ici, ça ne se voit pas très bien, mais du coup, j'ai mon petit matériel. Ici, si je décide, hop là, d'agrandir un peu tout ça, on va même faire ça à la limite, voilà. Je vais pouvoir changer la couleur, changer la spéculaire, hop, de mon matériel. Voilà, mettre un truc un peu plus métallique, avoir de l'emissive color ici, et je vais pouvoir choisir quel est mon shader. Est-ce que ça va être un Material X standard surface? Est-ce que ça va être du displace? Est-ce que ça va être de l'USD Preview Surface? Parce que forcément ça peut être cool aussi d'avoir un petit USD Preview Surface, ou carrément ici je peux choisir vraiment à quoi va ressembler mon preview surface, plus ou moins métallique, plus ou moins spéculeux, plus ou moins rugueux. Et aussi, je vais pouvoir choisir le render context. Par défaut, il est en universal, mais je peux décider de le mettre en mode Material X. Je peux décider de l'avoir pour Karma, pour l'avoir pour Arnold, de l'avoir pour Renderman. Forcément, ici, nous utilisons le viewport de l'USD. Donc, si nous utilisons Renderman, forcément, nous n'allons pas voir le résultat, car nous avons branché le moteur de rendu Renderman. Ce qui fait que forcément, ici, on n'a pas d'USD Preview Surface. Donc, forcément, ici, comme on lit uniquement les USD Preview Surface, en fait, on ne le verra pas. C'est pour ça que si ici, on se met en Material X avec USD Preview Surface, ici on voit notre matériel, on voit notre shader. Car ici tout est une question de contexte. Par défaut, c'est en universal Preview Surface pour que tous les shaders que vous créez soient disponibles dans 95% des logiciels. Et bien évidemment ici, on peut choisir son terminal de connexion. Donc si on veut qu'il soit branché sur la surface, sur le displace ou sur le volume, suivant ce que vous voulez. Pour finir, nous avons ici le dernier node qui s'appelle le Create Texture qui va vous permettre en fait simplement de linker une texture à un matériel. Par exemple ici, nous voulons faire en sorte que les chaînes, que le shader des chaînes ait pour base color une texture. Et on va pouvoir le faire. Nous allons juste brancher avant le bind matériel le Create Texture. Dedans nous allons donner le pass de la texture, de où est-ce que la texture va être rangée. Donc ici on peut reprendre le pass du shader et au lieu de mettre My Shader on met My Texture par exemple. Là et ici je vais pouvoir choisir ma texture. Donc si je prends une texture ici et que je mets le petit fichier ici, je vais avoir la possibilité maintenant de choisir où est-ce que la texture doit être connectée. Et ici on va devoir choisir à quoi la texture va être connectée. Parce que là actuellement notre texture a été créée. Par défaut la texture va lire les valeurs d'ST de chaque primitive pour pouvoir avoir les UV. Mais pour l'instant nous l'avons branché à aucun shader. Parce que notre texture elle est ici, mais pas connectée directement à un shader. Et nous on aimerait que notre shader, donc by shader, celui-là, on aimerait avoir la texture connectée à ce shader, en tout cas dans la base color. Donc pour faire ça, on a juste besoin d'aller ici et on demande de connecter à qui? Connecter à ce shader là. Et pour quel channel? Pour la base color par défaut. Mais on peut prendre la roughness, la métallique, la spéculaire, etc., etc. Donc ici, si je prends la base color et que je le branche après derrière dans le bind et que je visualise le bind, ici on vient bien se retrouver avec notre texture sur les chaînes. Et grâce à ça, on va pouvoir générer des petits matériaux par-ci par-là, assez simplistes bien évidemment, car le but c'est pas de faire des gros shadings mais plutôt d'éditer, de modifier et de faire des corrections de fichiers si besoin grâce à ces différents petits nodes, en créant un matériau, en créant des shaders, en créant des textures et en bindant bien évidemment tous les matériaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo concernant la mise à jour de BetterUSD dans sa version 0.4.2. Dans cette version nous avons vu qu'il y avait beaucoup de nodes qui avaient été rajoutées et aussi des fonctionnalités d'UI pour se simplifier la vie, sachant que je vais continuer à pousser le développement de certains nodes présents dans cette mise à jour, comme tous les nodes qui permettent de checker la qualité des layers et des stages, d'avoir beaucoup plus de nodes qui permettent de faire des audits de vos fichiers pour se simplifier la vie et optimiser son temps, et aussi à l'avenir faire un vrai système de matériel avec un système de profiling de nodes, des systèmes de hook pour pouvoir à n'importe quel moment injecter vos propres scripts à certaines étapes précises de BetterUSD. Et aussi il y a une version Linux qui est en cours de préparation qui sera disponible normalement pour la version 0.5. Merci à tous d'avoir regardé.